Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et pour commenter sur toutes nos nouvelles, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Amr Zoheri. Vous êtes chercheur et journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par une nouvelle, une actualité, qu'il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné aujourd'hui le projet de mise en place du système des dépôts stratégiques de médicaments. Le président a enjoint d'accélérer les mesures exécutives pour établir les dépôts stratégiques pour le stockage médical au niveau de la République, dans le but d'avoir la capacité à assurer une réserve stratégique pour satisfaire les besoins actuels et futurs en équipements médicaux et médicaments, et ce, en utilisant les moyens technologiques les plus modernes et conformément aux critères mondiaux. Monsieur Amr Zoheri, alors, quelle est l'importance de ce projet ? Je vois que c'est très important en ce moment, comme il y a, en ce qui concerne l'Afrique, à titre d'exemple, et ce qui nous concerne aussi, c'est une pénurie des médicaments, des fois, notamment comme se passent des mauvaises choses à cause du changement climatique. Actuellement, dans le monde, on a vu en Somalie, en Sud-Soudan, au Pakistan, etc. Donc, il y aurait toujours une nécessité à avoir sous la main une quantité suffisante de médicaments qui pourraient couvrir n'importe quelle pandémie ou un problème issu de ce genre de problème résultat du réchauffement climatique. Voilà. Là, comme on a vécu durant la pandémie du coronavirus, on avait besoin d'une très grande quantité de médicaments variés. Et également, oui, cela. Et on a vu un esprit d'équipe qui était en action pendant la pandémie. Donc, il y a eu des convois envoyés en Chine ou en Italie. Et réciproquement, on a reçu d'aide du monde entier. Ainsi, une plateforme logistique assez bien organisée pourrait couvrir une grande partie du Nord-Afrique, etc., donc qui pourrait intervenir dans des conflits soit climatiques ou militaires ou d'affrontements en Afrique. Donc cela est nécessaire pour couvrir pas uniquement le nord de l'Afrique, mais également la Méditerranée et l'Asie et toute la zone du Méditerranée. Donc cela est nécessaire et sera conforme avec la stratégie de l'Égypte de l'année 2030. Ainsi, on aura une plateforme assez organisée et en accord avec les normes internationales et est égale ou ressemble à celle utilisée en Europe ou en Occident, aux États-Unis, etc. Donc c'est un pas en avant pour avoir des stocks et des réserves bien organisés pour assurer ou s'assurer que le futur sera, en dépit de toute difficulté, sera bien organisé au niveau sanitaire pour l'ensemble de la population locale et régionale. Parfait. Je sais que vous n'êtes pas spécialiste, mais en même temps, en tant que journaliste et chercheur, là, quels sont les médicaments ou bien les maladies dont l'Égypte a besoin d'une grande réserve, vu les maladies Sans doute, ce sera une plateforme bien diversifiée, parce que sans doute les maladies ne sont pas les mêmes, mais d'une zone à l'autre, etc. Et par exemple, les maladies à cause par exemple des inondations, etc., réveillent des des anciennes maladies qui ont été éradiquées, mais reviennent, comme le paludisme, etc. Donc, cela devrait être présent, ce genre de médicaments qui traitent de cela. Également, comme on a fait un boom ou un effort assez remarquable pour anéantir l'hépatite C, etc.
Et il y a des combats menés par le pays pour avoir le meilleur résultat. Mais également, il y a qui sont des maladies douces. Ce pas des maladies, mais on pourrait les considérer ainsi comme le taux de l'obésité, etc. Donc, ça revient plus à un problème d'alimentation, une alimentation qui n'est pas saine, etc. Et cela avec un regard un peu écologique et plus sanitaire. On pourrait réhabiliter au niveau de la nourriture et des salades ou des végétaux comme les légumes, etc. Donc, oui, cela demanderait sans doute un accord ou une harmonisation entre le ministère de la Santé et plusieurs ministères au niveau ministériel pour lancer une campagne qui pourrait mener une meilleure santé pour la population égyptienne avec un non-usage des engraines qui peuvent causer des maladies, etc., et plus biologique avec un regard et un accord avec les stratégies mondiales pour plus d'hiver, plus d'écologique, plus que l'industriel et ce qui est utilisé actuellement. Parfait. Et samedi dernier, le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a inauguré un grand centre pour la production des vaccins dans la ville de 6 octobre. Comment vous voyez ce grand projet? Normalement, c'est et pour l'Égypte et pour subvenir aux besoins africains. Oui, sans doute l'industrialisation pharmaceutique est une industrie primordiale pour le développement d'un pays, déjà parce que cela gardera la population en meilleure santé, donc c'est tout bénéfique. Et c'est en accord également avec les efforts du ministère de recherche scientifique à ce niveau, pour avoir des spécialisations, soit au niveau de la production médicale, ou soit au niveau de brevets médicaux également, de mener des recherches pour découvrir et ramener au marché de nouveaux médicaments, etc. Également, il y a eu pendant des années des accords pour l'usage de ce qui est tombé dans le domaine public au niveau de brevets médicaux. Donc tout cela peut mener l'Égypte à être un pôle de l'industrie pharmaceutique d'excellence qui pourrait couvrir les nécessités, les besoins de toute cette zone qui pourrait s'étaler du nord où il se passe du nord du Turquie ou même de la mer Noire jusqu'à au sud du Yémen, etc. Donc, et en Afrique australe et centrale et du Nord, etc. Donc, il y a du potentiel et sans doute les rapports des Nations Unies ne nient pas ce que je vais annoncer, que l'Afrique est un continent ou parmi les continents les plus nécessiteux de ce besoin médical, et soit au niveau pharmaceutique et au niveau du besoin également d'avoir des médecins formés pour traiter la population par rapport à la population, au nombre de médecins traitants en activité. Donc il y a une lacune à ce niveau. Et cela avec une industrie pharmaceutique forte dans le pays, avec une importance donnée aux sciences de la médecine et donc l'éducation médicale, au même niveau de ce qui s'est passé au Cuba, des pays qui ne nécessitent pas forcément un grand apport technologique et beaucoup d'argent, mais avec une volonté de faire apprendre à la population et engager la population dans une meilleure santé à tous les niveaux. Donc le problème de la pénurie des médecins et du corps médical pourrait être résolu
un accord et en même temps avec un boom dans la production pharmaceutique qui pourrait couvrir tout cela et être en parallèle avec cela et qui pourrait mener un résultat très positif par rapport à la stratégie de 2020. Donc, en moindre d'années, on pourrait avoir un bon résultat parce que tout effort sera bénéfique, soit au niveau local ou sur un niveau continental, sans doute. Parfait, on prend l'exemple quand même de Vaxera, c'est le même laboratoire avec la production du vaccin contre la pandémie ou bien contre le coronavirus et qui a été donné ou bien exporté vers l'Afrique centrale. Voilà. Alors, je passe à un autre sujet, c'est concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Reda Hagazi pour examiner la stratégie de l'État pour le développement de l'éducation. Le chef de l'État a également examiné la stratégie du ministère de l'Éducation pour développer le secteur de l'enseignement technique dans le but de transformer les programmes d'études existants pour être basés sur les compétences acquises par le diplômé afin qu'il puisse répondre aux besoins du marché du travail. Salih Ahmed Yarachoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine la stratégie de l'État pour le développement de l'éducation. À l'issue de sa réunion dimanche avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Reda Hagazi, le président el-Sisi a dirigé l'achèvement des phases de développement du système de l'éducation de base en tant qu'approche stratégique de l'État pour construire l'être humain, tout en accordant une attention accrue à l'amélioration des mécanismes de mise en œuvre afin d'atteindre l'objectif souhaité d'acquérir des connaissances et des compétences pour les étudiants pour qu'elles deviennent les nouvelles valeurs d'apprentissage pour la société. El-Sisi a mis l'accent sur les plateformes communautaires de dialogue et d'enquête dans le domaine du développement de l'éducation, en accordant l'attention à la découverte et la formation des personnes talentueuses, étant le trésor et le moteur du progrès de la nation, outre le secteur des enseignants, étant l'artère principale du processus éducatif. De même, le président a ordonné que le processus de la correction électronique des examens du baccalauréat ne soit pas limité à un siège central existant, en plus de créer des centres subsidiaires au niveau de la République pour faciliter la tâche des citoyens au niveau des gouvernorats. Le ministre de l'Éducation a passé en revue les principaux axes étant la base du processus éducatif en Égypte et les projets stratégiques du ministère à cet égard, comprenant le système éducatif développé, les enseignants et l'enseignement technique, ainsi que la création des programmes pour les différentes phases de l'enseignement et le projet École d'excellence d'Égypte, ainsi que les écoles du Nil et les écoles japonaises. Ceci outre les projets de transformation numérique en coopération avec le ministère des Communications, notamment en ce qui concerne les bases de données sécurisées, les plateformes électroniques et la plateforme centrale d'examen. À cet égard, Dr Reda Hagazi a présenté les programmes du ministère pour la formation et la qualification des enseignants, les mécanismes de mesure de leur performance, ainsi que les normes de sélection des compétences des nouvelles nominations et le programme nommé « Je suis l'enseignant ». Le président el-Sisi a également été informé de la stratégie du ministère de l'Éducation pour développer le secteur de l'enseignement technique dans le but de transformer les programmes d'études existants pour être basés sur les compétences acquises par le diplômé. La réunion a également porté sur la présentation des préparatifs en cours pour la nouvelle année universitaire, ainsi que le ministère de l'Éducation s'intéresse à l'intégration de la technologie avec le système éducatif, outre la découverte des étudiants talentueux dans tous les domaines. Alors, Monsieur Amr El-Zohri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Le système éducatif en Égypte, on a on a vécu un grand changement durant les quelques dernières années dans ce système qui n'était pas vraiment à la hauteur pour former de bons étudiants. Là où on est,
On a beaucoup changé. En fait, le système éducatif égyptien est un des plus anciens dans la région et même qui remonte à des siècles de lumière et tout ce qui a été reproduit ou produit en Europe de philosophie, etc., a été transmis à travers l'université du Caire, par exemple, en étant une des premières universités en 1908 qui a débuté jusqu'à présent. Donc c'est un système qui était et se relaie pour l'éducation laïque ou plutôt laïque, n'est-ce pas, était en opposition avec l'éducation qui était en cours, qui était à base de religieuses comme soit à Lazare ou comme dans la formation chez des confréries soit catholiques, oui, chrétiennes ou dominicaines ou selon l'appartenance. Mais il y a une tradition de ce qui était écrit, même le scribe égyptien, c'est un des plus anciens statuts qui démontre ou montre une forme d'éducation ou de transmission du savoir. Donc cela est une reprise dans l'activité pour avoir un meilleur résultat. Parce que malheureusement, les années où il y a eu l'évolution révolutionnaire ou même la volonté de changer le système, ça a mené à des années, malheureusement, qui a eu un regret au niveau de l'éducation. En même temps, en parallèle, parce que le mainstream ou ce qui intéressait les gens n'était pas dans le sens de l'éducation. Et malheureusement, cela coïncidait avec l'apport technologique des réseaux sociaux et du monde de Web 2.0. Donc cela a créé une nouvelle forme d'ignorance, une sorte d'analphabétisme qui fait une barrière peut-être imaginaire entre ce qui est écrit à main ou ce qui est donc numérisé et fait en ordinateur. Donc, et cela en un espace très, très rapide. Donc, en un espace de quinzaine d'années, il faut que le système bureaucratique égyptien absorbe cette rénovation, cette nouveauté dans le traitement du papier et également approfondir ce qui est dû être en accord avec le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui ne ressemble plus au monde d'hier. Le papier disparaît de plus en plus, mais d'autres formes d'expression se renouvellent et se démontrent plus fluctives. Est-ce que le ministère de l'Éducation en Égypte a remarqué et essaye de combler au niveau de ce fossé qui s'est créé. Donc comment faire pour arriver très rapidement à remonter les chiffres qui ont baissé de l'alphabétisme en Égypte et revenir et en même temps créer un pôle d'excellence où il y a des étudiants qui sont à la hauteur au taquet, bien informés de tout ce qui se passe à l'étranger au niveau des recherches, au niveau des nouveautés, de ce qui se passe au niveau de ce qui est technologique ou au niveau de ce qui est industriel, le monde de l'après voiture à essence, du monde de l'écologie, etc. Donc cela a mené le pays à créer plusieurs spécialités nouvelles donc, dans les secteurs de la science de l'information
et de la communication, dans la robotique, dans beaucoup de niveaux, d'une façon que le marché du travail soit en harmonie avec ce qui est fourni par l'éducation. Donc c'est une façon, un moyen ou une stratégie pour regrouper le tout ensemble et faire mener dans une ligne droite ce qui pourrait être utile pour la société dans les années à venir. Pour que les erreurs de ce qui était le système éducatif après les années 80 ne se reproduisent plus. D'une façon qu'on reproduit beaucoup des gens qui ont terminé les écoles, qui ont bac+5, bac+6, etc., mais ne sont pas confort ou leur acquis ne sont pas en accord avec le marché du travail qui est demandé selon les époques. Donc c'est une prévision, une projection dans l'avenir pour mettre en harmonie ce qui pourrait ou ce qui serait utile dans 4-5 années et un chemin, c'est une façon de mener un chemin pour guider les jeunes à prendre cette route ou cette autoroute pour être utile au projet national, soit au niveau de l'industrialisation, et également ce qui a été mené aujourd'hui, ou ce qui a été dit dans le reportage, les recherches au niveau de logiciels libres ou la sécurité au niveau de l'Internet. Donc cela, et comme d'autres spécialités au niveau de l'énergie solaire ou d'autres formes d'énergie renouvelable. Donc c'est des secteurs qui ont été introduits par le ministère de Recherche scientifique et de l'Éducation nationale supérieure pour mettre le tout dans le but de réussir les stratégies fixées pour l'année 2030. Parfait. Là, il y a quelques années, l'Égypte a débuté un nouveau système dans l'éducation scolaire, tel l'utilisation de l'informatique avec les tablettes et laisser, ou bien mettre de côté quand même, les livres, les cahiers à écrire et se concentrer sur tout ce qui est tablette et informatique, ce qui nous a sauvés durant la période de la pandémie du coronavirus. Il y avait les cours en ligne, etc. Comment vraiment l'Égypte a pu profiter de cette expérience? Oui, c'est les outils du XXIe siècle qui s'imposent. Donc c'est une innovation qui a été que le pays a été obligé d'affronter, mais avec une logique également de devoir garder les livres écrits, de pouvoir transmettre cette possibilité d'écrire, de bien écrire, etc. Donc il faut ce qui a été fait, les deux en parallèle, ne pas laisser de côté ce qui est en écrit ou ce qui est livre en papier, mais en même temps compter plus sur ce qui est numérique d'une façon également d'introduire des vlogs ou des vidéos qui pourraient être utiles, qui pourraient donner des informations sur des palais, des endroits, des musées, qui très intéressantes et qu'il y a des blogueurs qui le font de leur bon gré pour le bien du pays, pour donner un sens national et éducatif en mettant l'accent sur l'héritage national dans de nombreux domaines. Donc cela pourrait être dans le programme imposé, pas imposé, ou choisi par les étudiants, parce que cela c'est le renouvellement dans le système éducatif égyptien, c'est de donner le choix à étudier un parcours bien
est bien choisi par l'élève lui-même, par l'étudiant lui-même qui construit ou bâtit son propre chemin en prenant, à l'instar du système éducatif américain au niveau de l'universitaire, ce qui pourrait, à son sens, lui être utile. Donc cela est une nouveauté également qui a été ajoutée. Mais l'essentiel, c'est comme cela a été dit, de former un individu bien au taquet et en harmonie de tout ce qui est nouveau et en même temps ayant les études approfondies dans chaque spécialité qui est imposée par le monde nouveau. Voilà. Bon, je passe à un autre, peut-être un autre angle du même sujet. Il s'agit toujours concernant le système éducatif et de l'enseignement supérieur. Le président de la République a examiné la vision stratégique du ministère de l'enseignement supérieur et des recherches scientifiques et qui donne que la stratégie de l'enseignement supérieur doit viser à renforcer le rôle des universités dans la réalisation des objectifs de l'État, tout en consolidant l'étude des sciences modernes, des domaines de l'intelligence artificielle, des données et des logiciels, ainsi que des technologies de l'inclusion financière. Sani Hamed et Rachoucha nous donnent les détails et puis nous aurons les analyses de notre invité. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Dr Mohamed Ayman Achour pour aborder la vision stratégique du ministère de l'Enseignement supérieur. Dans ce contexte, le président a ordonné que la stratégie de l'enseignement supérieur doit viser à renforcer le rôle des universités dans la réalisation des objectifs de l'État, tout en consolidant l'étude des sciences modernes des domaines de l'intelligence artificielle, des données et des logiciels, ainsi que des technologies de l'inclusion financière. À cet égard, le chef de l'État a donné ses directives de développer le travail de l'Autorité nationale des universités civiles et technologiques afin de réaliser la vision de l'État, consistant à créer de nouveaux établissements d'enseignement distingués en coopération avec le secteur privé et des institutions étrangères de longue date. Il a pour sa part présenté la situation des projets prioritaires du ministère de l'Enseignement supérieur pour la rentrée 2022-2023. Le ministre a également passé en revue la vision future du ministère pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique basée sur l'élaboration des programmes éducatifs modernes. Ceci tout en s'appuyant sur l'entrée régionale de chaque université pour se concentrer sur les activités de développement dans les différentes régions géographiques de la République. Le ministre de l'Enseignement supérieur a également présenté les efforts visant à soutenir les universités privées distinguées dans le domaine de la recherche scientifique appliquée à la société à travers plusieurs domaines, tels que l'intelligence artificielle, la fabrication intelligente, les matériaux respectueux de l'environnement, l'utilisation optimale de l'énergie et l'agriculture intelligente. De même, le président Assisi a été informé de la situation exécutive du projet d'établissement d'un siège pour les envoyés et les universitaires égyptiens nommés Bet Mesr à Paris, qui devait être achevé l'année prochaine, outre les derniers préparatifs de l'Égypte pour accueillir la semaine de la francophonie fin octobre prochain, en présence d'un groupe de ministres de l'enseignement supérieur de nombreux pays francophones, au cours duquel le futur plan de développement de l'enseignement supérieur en langue française en Égypte devra être examiné en coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur Amr Zouheri, là, l'État s'intéresse beaucoup à la recherche scientifique. Là, voilà, c'est surtout dans le système éducatif, mais on parle maintenant dans la recherche scientifique, c'est-à-dire au niveau des universités. Alors, quelle est la voie de l'État ou bien l'objectif? Déjà, c'est comme cela a été avancé, c'est un moyen pour obtenir le meilleur résultat pour l'année 2030.
Donc, et cet objectif est possible avec donc les pas qui sont en train de se faire, également avec une plus de flexibilité pour en trouver des partenariats entre les universités et les secteurs privés. Donc cela est possible. Et notamment avec l'introduction de pas mal des universités nationales. Donc l'Ahliya, donc c'est une d'autres comme celle de Salman, comme d'autres qui sont spécialisées, qui ont été récemment du prince, du roi Salman, ou celle nouvelle. Il y en a même à Kafr Sheikh qui est spécialisé par exemple dans l'intelligence artificielle. Donc ce genre des universités. Donc il y a un intérêt de l'État à faciliter le travail scientifique des universités, soit égyptiennes nationales ou d'autres en partenariat avec les universités nationales. Et cela, par exemple, au niveau de la francophonie qui a été citée, ça manifesté depuis plusieurs décennies, même des dizaines d'années, des départements au niveau du droit, par exemple, l'étude du droit à l'Université du Caire, qui est en partenariat entre le Sorbonne et l'Université du Caire. L'Université d'Ain Shams a la même dans d'autres domaines. Donc il y a de la science, des sciences politiques, de l'économie. Donc au niveau des grandes écoles, il y a de la coopération active pour faire le tout en parallèle, avoir l'apport des Égyptiens qui étudient à l'étranger et des universités étrangères qui diffusent leur savoir et leur éducation au niveau national en Égypte. Donc, et au niveau de la coopération avec la francophonie, c'est sans égal, en citant par exemple l'université alexandrine de Senghor. Donc c'est une grande tradition. Et il n'y a pas que au niveau de la francophonie, au niveau également de l'anglophonie, c'est pareil, au niveau soit britannique récemment, ou au niveau également de l'université américaine, qui est bien réputée avec celle de Beyrouth d'être les meilleures de la région, donc les meilleures universités américaines en dehors des États-Unis. Donc cela est, je dirais pas, manque de coordination, mais ce qu'il faut faire, ce que le président était en train de faire, de renouveler toujours ou réactiver cette coopération pour qu'elle soit active et au taquet avec les nouvelles technologies, avec les besoins du marché, avec le besoin des étudiants, et parce que si les choses se passent bien, tout va se régler avec un élan dans plusieurs secteurs au niveau national, un développement assez unique dans la région serait possible. Alentour des dates assez fixées. Donc c'est une possibilité qui pourrait se faire, et cette coordination est une nécessité et une pierre angulaire sans laquelle on ne pourrait jamais obtenir ces résultats qu'on a déjà fixés et qu'on aimerait bien voir notre pays y accéder. Parfait. Le reportage tout à l'heure a mentionné l'inclusion financière. Alors, c'est un système très très important qui existe dans les grands pays du monde. Et là, que l'Égypte veut généraliser dans le pays, quelle est l'importance de l'inclusion financière dans notre société? Inclusion dans quel sens? Inclusion financière, c'est-à-dire que l'État et les banques... Tout soit inclus dans l'économie réelle. Oui, voilà. ça, parce qu'il y a sans doute ce qui est une habitude, malheureusement, dans la région, que la présence étatique, bureaucratique, elle couvre pas tous les domaines
d'inter-échange entre Oui, populations. surtout dans les banques. Voilà, Également dans d'argent. les banques, c'est bien sous contrôle et bien donc repérable. Mais ce qui est en dehors de cela reste inconnu pour le système de taxation, par exemple, pour tout système national. En ayant un traçage des transactions financières, etc., c'est plus bénéfique pour tous les domaines et tous les départements du pays. Donc cela pourrait remettre la vie citoyenne en Égypte plus facile pour la population qui en souffrait beaucoup de cela. Et cela ajouterait sans doute cette inclusion, si vous voulez, ça ajoutera plus de la visibilité au niveau de l'État. Elle pourrait voir sans doute ou sans chiffre qui pourrait être contesté, soit par une instance économique mondiale ou autre. Donc, et sans doute, ça donnerait plus de transparence, ce qui est déjà un objectif très important et primordial au niveau des objectifs du pays. Donc, toute numérisation et tout ce qui n'est pas écrit, qui pourrait être écrit, même au niveau scientifique, parce que au niveau de la science, par exemple, l'Égypte, c'est le seul pays au monde qui a une science à son nom, qui est l'égyptologie. Comment voir l'égyptologie en Égypte aujourd'hui, avec à part ce qui est pharaonique, quoi d'autre? Donc tout cela, c'est des domaines de recherche qui devraient être sous la loupe de l'intérêt de l'État, des individus, et ce qui pourrait mener cette politique à une grande réussite, c'est de sensibiliser la population à cela et rendre la population une partie prenante de ces efforts. Parfait. Je passe à notre dernier sujet. Et, on peut remarquer depuis quelques années un bond dans nombre de projets nationaux lancés. Certains achevés, d'autres en cours, et beaucoup d'autres seront lancés encore. Ces projets font partie du plan de l'État égyptien à reconstruire le pays pour lui redonner sa splendeur d'antan. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. Plusieurs projets nationaux couvrent récemment les différents domaines, que ce soit les infrastructures, l'entrepreneuriat, les projets industriels ou autres. Parmi les domaines les plus importants figure l'enseignement, notamment l'enseignement supérieur. Les objectifs de l'État égyptien sont de présenter un enseignement 100% égyptien, mais qui va de pair avec les normes mondiales. La réponse était donc les universités publiques, dont les sièges ont été choisis de sorte qu'elles contribuent au développement de certaines régions comme le Sinaï. Nombre d'universités ont été inaugurées au sud du Sinaï afin de répondre aux besoins du marché du travail dans cette région avec des programmes universitaires suivant les règles internationales. Parmi ces universités, on peut citer l'Université internationale du roi Salman dans la ville de Ras Sedr. Elle offre aux étudiants des programmes d'études avancées et modernes. Les infrastructures et les équipements de l'université sont des derniers cris de la technologie numérique avec un coût total de 2,7 milliards de livres égyptiennes sur une superficie de 75 fets-dents, selon un communiqué de presse publié par le centre de presse du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La création d'une branche de l'Université internationale Le Roi Salman à Ras Sedr s'inscrit dans la continuité de la marche de l'État égyptien dans la réalisation d'une série de projets de développement au Sinaï. Les programmes proposés concernent les domaines des sciences fondamentales, la médecine vétérinaire, la pharmacie, les sciences administratives, l'agriculture du désert et les sciences sociales. L'université comprend une ferme rattachée à la faculté d'agriculture du désert et une bibliothèque avec des salles équipées pour la lecture et un accès au contenu de la banque de connaissances égyptienne grâce au service de bibliothèque numérique. Cette université comprend de nombreux domaines et programmes distingués et modernes, notamment le domaine des sciences administratives. Il s'agit des programmes investissement et finances, comptabilité et système d'information, marketing et commerce international.
Le domaine des sciences communautaires comprend des programmes sur les sciences de l'environnement et le développement durable, la planification et la gestion de projets de développement, l'informatique et la sécurité communautaire. Au niveau des étudiants, l'objectif est de soutenir leurs compétences et leur offrir des possibilités de formation et de participation à des conférences, des expositions et des forums sur l'emploi, ainsi qu'une attention à la vie estudiantine intégrée au sein du campus intelligent où les étudiants passent leur temps entre études et sports, et des logements universitaires sur les plages uniques du Sinaï et dans les lieux touristiques distingués. Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Là, l'Égypte, ça fait quelques années, peut-être bien précisément depuis l'accès du président Abdel Fattah el-Sisi à la tête du pays. L'Égypte témoigne de projets nationaux, un nombre incroyable. Peut-être tous les jours, peut-être toutes les semaines, il y a un grand projet national sur le terrain. Là, on va parler des projets nationaux concernant l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement? C'est le statut spécifique du pays lui rend l'Égypte en réalité assez spéciale parce que la jeunesse égyptienne, elle est nombreuse, avec une forte existence ou présence des jeunes et des ados, donc ce qui rend l'éducation est primordiale, parce que si cette génération a acquis une éducation assez supérieure et élevée, qui détient un niveau assez supérieur, assez comparable avec les meilleures universités et les meilleurs étudiants du monde, le pays serait dans un autre endroit complètement comme... c'est à l'instar des tigres asiatiques dans les décennies de la comme fin le Japon, la Chine, 20e siècle, etc. Donc, et cela, par exemple, était l'atout, le nombre, malgré donc les dispositifs qui étaient en place pour réduire la population. La Chine, l'atout principal était la population. Donc l'éducation de la population, c'est le pont qui pourrait rendre le pays en meilleur état ou en plein force au XXIe siècle. Donc, avec la recherche scientifique. Clair, la science et, la recherche scientifique et l'éducation. Donc, mais la recherche scientifique qui se fait en parallèle avec l'éducation est également très importante, même au niveau, par exemple, des brevets au niveau médical et pharmaceutique tous les jours, pourrait mettre le pôle d'excellence voulu par le président au niveau des médicaments dans un autre endroit, qui pourrait même avec des brevets pour des médicaments qui pourraient être utiles, servir dans le monde occidental ou le premier monde, si vous voulez. Donc c'est un marché assez ouvert et les recherches scientifiques, on a vu pas mal de firmes indiennes qui se confirment au niveau de médicaments, etc. Et la même chose, c'était au niveau même au moment de la pandémie. Il y a eu, par exemple, des collaborations allemandes avec des Turcs pour créer Moderna ou AstraZeneca, donc, etc. Tout cela demande une recherche scientifique assez développée, assez en contact avec tout ce qui est nouveau et en accord avec les nécessités du pays. Donc développer également les régions et les gouvernorats qui sont loin du développement, c'est un plus pour cette stratégie. Monsieur Amr Zoheri, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Je vous remercie pour ces explications, ces analyses. On se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Très très bonne soirée. Au revoir.